ça fait 30 ans que je suis médecin, généraliste, avec une orientation homéopathie, phytothérapie depuis toujours. Mon accent vous apprendra que je suis parisien d'origine, que j'ai fait la première partie de ma carrière et toutes mes études d'ailleurs à Paris. Et puis je suis venu m'installer en région toulousaine il y a 20 ans environ. Et voilà, même 20 ans exactement cette année. Et je suis plus que ravi de ce choix d'ailleurs. Dans notre sud-ouest. Absolument, absolument. J'ai retrouvé un lieu de vie absolument très agréable, des gens très accueillants et je suis très content de ce choix. Voilà, donc après, effectivement, j'enseigne depuis toujours la nutrition, la phytothérapie, à la faculté en particulier, comme vous l'avez dit, et de fait, comme j'aime enseigner, j'aime transmettre, me suis trouvé une autre passion pour l'écriture, donc j'ai écrit une douzaine de livres, beaucoup autour de la nutrition, autour de la cancérologie, c'est d'ailleurs le sujet qui nous a rapprochés avec Anne-Marie, et voilà, et j'ai écrit d'ailleurs récemment aussi un petit livre sur la pandémie. Et quel a été le facteur déclenchant qui vous êtes intéressé à l'homéopathie plutôt que vers l'allopathie? Non, ne croyez pas ça. Je me sens parfaitement allopathe et d'ailleurs j'ai horreur de ces étiquettes. Je dis que je fais de l'homéopathie, la phytothérapie parce qu'effectivement c'est une ouverture sur des thérapeutiques un peu différentes et peut-être qu'on va avoir l'occasion d'en parler. Mais pour moi je ne crois qu'il n'y a qu'une seule médecine, c'est la médecine qui soigne. Donc je ne fais jamais d'opposition entre homéopathie et allopathie et j'utilise l'allopathie tout autant que l'homéopathie à chaque fois que c'est nécessaire. Je n'ai aucun problème avec ça. Donc pour moi ce sont juste des outils. Il y a des gens qui vont faire des spécialités en psychologie, d'autres en acupuncture. Voilà, donc moi j'ai... Pourtant l'État a conclu, on revient, mais ça sera peut-être l'objet d'un débat spécialement sur l'homéopathie, parce que je trouve ça très intéressant, dit qu'on n'a rien prouvé au niveau homéopathique et donc déremboursement total. Alors ça, c'est pas l'État qui a décidé, c'est la Haute Autorité de Santé. Oui. L'État, lui, il est là pour faire attention à la bourse de l'État français. Bon, peut-être que quand on voit le nombre de tests qui ont été réalisés, peut-être qu'il y a des dépenses... C'est pas l'homéopathie qui a coûté le plus cher. Non, vous savez, l'homéopathie, c'est... chiffre d'affaires de Boiron, c'est 50 millions d'euros, je crois. C'est absolument ridicule par rapport aux 500 milliards d'un laboratoire pharmaceutique. Non, si vous voulez, les études sur l'homéopathie sont largement en faveur d'une efficacité. Il n'y a pas de vraie discussion sur ce sujet, à mon sens. Je pense que simplement... l'homéopathie ne soigne pas le cancer, ne soigne pas des maladies graves comme cela. L'homéopathie est une thérapeutique très particulière qui agit sur le corps lui-même, sur le patient lui-même, et c'est un peu particulier. Donc les études sur l'homéopathie ne peuvent pas répondre aux mêmes critères que les études sur l'allopathie. Or, on a voulu appliquer les mêmes règles de décision à l'homéopathie qu'à l'allopathie. Et de fait, ce qu'on appelle le service médical rendu a paru insuffisant. Donc on a dit, comme d'autres médicaments allopathiques d'ailleurs, le service médical rendu est insuffisant, donc on dérembourse. Bien. Je pense que c'est dommage pour les gens qui veulent se soigner par ces méthodes, parce que vous connaissez notre principe, primum non nocere, et il est vrai que l'homéopathie n'a pas d'effet secondaire. Certains vous diront, oui, mais si on soigne en homéopathie, on perd des chances parce qu'on aurait été mieux soigné en allopathie. Est-ce qu'on peut faire les deux ? Alors, non seulement on fait les deux tous les jours, mais surtout, j'aime rappeler que l'homéopathie est utilisée par des vrais médecins qui ont fait les mêmes études. Moi, j'ai 10 ans d'études, j'ai 4 diplômes universitaires en plus de mes études. J'avais compté un jour, j'ai à peu près fait 20 ans d'études, si vous voulez, hein, donc tout ce que j'ai pu faire, c'est pas du tout par gloriole, c'est juste pour dire, je suis aussi bien formé que n'importe quel médecin, et quand je choisis d'utiliser l'homéopathie, c'est en toute sécurité pour mes patients. Donc l'idée qu'un patient, un malade pourrait perdre des chances parce qu'il reçoit de l'homéopathie et pas de l'allopathie, c'est oublier que derrière la prescription, il y a un médecin, tout simplement. Et le médecin, il sait ce qu'il fait. S'il choisit l'homéopathie, c'est qu'en son âme et conscience, du fait de sa science, il sait que l'homéopathie est indiquée et que ce n'est pas faire prendre un risque à son patient. Voilà, c'est tout. Donc, il y a des petites, après, des guerres d'ego. Ah oui, c'est très clivant, des guerres aussi, malheureusement, d'argent et de lobby qui peuvent jouer leur rôle. Bon, c'est sûr. Mais même vis-à-vis de vos confrères, moi je connais des médecins généralistes, mais qui sont farouchement opposés à l'homéopathie, mais vraiment sectaires. Oui. Ben oui. Ça qui est... Que voulez-vous faire ? On leur a certainement mal expliqué comment ça fonctionnait. Ils ont une vision. Vous savez, malheureusement,
tout le monde vit avec ses croyances, ses peurs, ses principes. Bon, donc moi je n'ai aucun rejet contre l'allopathie, en tout cas je peux vous le dire, et donc c'est très bien de le préciser. Je peux discuter avec mes confrères sans aucun souci. Voilà, et je sais par les études et par mon expérience de 30 ans que l'homéopathie marche très bien dans certaines pathologies, et dans d'autres elle n'est pas efficace et on utilisera autre chose. Les vétérinaires l'utilisent. Énormément. Voilà. Parce qu'on pourrait parler un petit peu que ce soit l'effet placebo, un effet psychologique, mais pas du tout. Non, je pense que ça c'est aussi une croyance et une vision de l'esprit. Tout marche avec du placebo. Le fait d'aller voir un médecin en qui on croit, tout traitement a un effet placebo, parce que le fait de faire une démarche... Vous êtes le meilleur médicament. Ah, c'est le médecin qui est le meilleur médicament. Et qu'on soit homéopathe ou allopathe. Totalement. Quand vous donnez un antibiotique ou n'importe quel médicament avec conviction, il a plus d'efficacité, on le sait, c'est démontré. Donc... Voilà. Après, il est vrai que les homéopathes ont la réputation de prendre plus de temps pour écouter leurs patients, parce qu'ils ont besoin de ça pour choisir leur remède. Et nous savons tous que le fait de pouvoir laisser du temps de parole aux patients, d'avoir une écoute attentive aux patients, c'est déjà une partie du traitement. Donc, on va dire, ah bah oui, mais c'est ça qui soigne. Non, mais ça en fait partie. Exactement. Et l'allopathie, vous savez, quand vous soignez une maladie complexe, quand vous soignez un senior avec ses fragilités, je peux vous garantir que si on peut prendre le temps de l'écouter et de l'entendre, on a déjà fait œuvre utile. Donc voilà, je crois que l'effet placebo de l'homéopathie, c'est encore aussi un mythe qui, j'espère, un jour disparaîtra. Bien sûr. Il y a l'effet placebo et nocebo aussi. Oui. Ce qui se passe actuellement, en terrorisant les gens. Mais bon, ça va être notre débat aussi, là. Parce que, par contre, j'ai vu passer début janvier un manifeste du collectif « Laissez nos médecins prescrire », qui regroupe, je crois, 30 000 médecins, 100 000 soignants. Donc, si je comprends bien, les médecins en France n'ont plus le droit de prescrire. Enfin, bon, là, je fais un raccourci. Comment vous réagissez à ça ? Alors, bon, je suis un membre actif de cette coordination Santé Libre et j'ai participé à ces travaux de réflexion sur, effectivement, la gestion de la pandémie actuelle. Donc, les médecins ont tout à fait le droit de prescrire. Il y a pas de... On a eu à un moment donné effectivement une interdiction de prescrire l'hydroxychloroquine. Ça a été le cas à peu près entre mai et juillet de l'année dernière. Aujourd'hui, il n'y a aucune interdiction de prescrire. Heureusement, nous avons, comme vous le savez tous, prêté le serment d'Hippocrate. Nous avons tous signé aussi un code de déontologie, et ces deux textes nous imposent quelque part de soigner nos malades, nos patients. C'est la base. Donc je pense qu'on ne pourra jamais critiquer, à mon sens, un médecin pour avoir voulu soigner son patient et soulager une souffrance. Mais est-ce que les pharmacies délivrent Oui, les pharmacies délivrent. Les pharmacies, c'est pareil, il y a toujours des pharmaciens qui sont un peu plus psychorigides que d'autres, mais on n'a aucun problème avec les pharmaciens. On n'a aucun problème avec personne. Nous, ce qui nous pose problème dans cette coordination, c'est qu'on n'est pas affirmé haut et fort. Quand je dis on, c'est le gouvernement, le ministère, les experts, les agences de santé, qu'on pouvait faire quelque chose. Nous, ce qui nous désespère, il n'y a pas d'interdiction, c'est qu'on est simplement dit aux gens, si vous êtes malade, restez chez vous, surtout n'allez pas voir votre médecin, ce qui est une ineptie quand on est malade de ne pas aller voir le médecin, et prenez du paracétamol. J'aime à dire que quand on propose aux gens de prendre du paracétamol, c'est une indication hors AMM quelque part, parce qu'on n'a pas fait d'études sur l'efficacité du paracétamol sur le coronavirus, et on n'a pas fait d'études sur les dangers du paracétamol en cas de coronavirus. Je ne veux pas dire que c'est dangereux, je dis qu'on n'a pas d'études. Donc on a proposé, tout le monde a proposé aux gens malades du coronavirus de faire quelque chose qui n'a pas été étudié. Et ensuite on nous reproche de prescrire des produits qui n'ont pas été étudiés. Or, s'il n'existe strictement aucune étude aujourd'hui sur paracétamol et coronavirus, il existe des centaines d'études sur la vitamine D, sur le zinc, sur l'azithromycine et j'en passe. Si vous voulez, on pourra un petit peu détailler. Bien sûr. Il y a des centaines d'études dans le monde entier, avec des pays qui ont officialisé ces traitements. Et c'est vrai qu'en France, c'est un petit peu, si j'avais une critique à faire, c'est qu'on a tendance à se regarder le nombril. Si c'est pas publié en France, ça n'existe pas. On ne prend jamais exemple sur d'autres pays
pour essayer d'avancer. Voilà. Oui, on prend exemple, mais dans le mauvais sens. On dit, tiens, on se compare à l'Allemagne, on se compare... Oui, ça c'est par rapport à certains chiffres, mais si vous voulez, par exemple, beaucoup de choses ont été publiées en Chine très, très précocement, bien avant que nous-mêmes on fasse des études, mais bon, il n'est pas question de regarder les études chinoises. Le professeur Raoult avait très très bien exprimé au tout début de la crise, en disant, mais en France, personne ne lit les études en chinois, donc personne ne les lit, point. Et alors qu'il y a des études très intéressantes, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant, mais ce que je veux dire, c'est que on a des études internationales. Aujourd'hui, uniquement sur le protocole dit du professeur Raoult, il y a 130 études publiées. Alors à chaque fois, on nous ressort les 3 mêmes, comme la fameuse étude Discovery ou Recovery aussi. Enfin, non, Discovery n'a jamais été publiée au final. Vous vous rappelez quand même qu'on nous avait dit, on fait l'étude Discovery, c'est formidable, et vous verrez, quand on aura les résultats, on pourra conclure. On n'a même jamais eu les résultats, parce que cette étude était trop favorable pour le traitement, et de toute façon très mal faite. Et l'étude Recovery, évidemment, n'a aucun intérêt. Pourquoi ? Parce qu'elle a été faite à l'hôpital. Or, ce que l'on défend, nous, et c'est ça qui pose un problème en France du fait de notre structure de fonctionnement très étatique et très pyramidal, c'est que les traitements dont on a parlé dans notre coordination sont des traitements qu'on appelle ambulatoires précoces. TAP, traitement ambulatoire précoce. C'est-à-dire qu'ils doivent être faits à la maison, en ambulatoire, et très précocement. Toutes les études aujourd'hui faites en France et en partie en Europe sont faites à l'hôpital. Pourquoi ? Parce que seuls les médecins hospitaliers sont autorisés, ou alors seules les études faites à l'hôpital dans des structures administratives bien précises sont reconnues. De fait, puisque les traitements que l'on propose ne peuvent pas être efficaces dans la phase tardive de la maladie, et si vous voulez, c'est peut-être la chose la plus importante sur laquelle on pourra débattre, c'est ces 2 phases particulières de cette maladie, parce que il faut reconnaître que le virus actuel est un virus très particulier qui donne des symptômes et des affections vraiment inhabituelles. Mais de fait, les experts ne regardent que les études faites par les grands spécialistes à l'hôpital, sauf que pour les médicaments dont on parle, c'est trop tard. Donc les études sont négatives, évidemment, puisque ça ne sert plus à rien. Et je le reconnais volontiers, ça ne sert à rien. Donc les études ne sont pas fausses. Elles sont juste faites au mauvais moment. Exactement. Et nous, ce que l'on demande, c'est que on puisse faire ces traitements et qu'on puisse faire des études en ambulatoire. Ça a été fait, pour tout vous dire. Ça a été fait, mais bien entendu, à partir du moment où c'est en ambulatoire, ce sont des études moins puissantes. Parce qu'il faut beaucoup de moyens. Or, les généralistes n'ont pas d'argent pour faire des études. Donc, il y a eu des études qui ont été faites sur quelques centaines de cas, etc., qui sont parfaitement favorables. Mais on n'en parle jamais, parce qu'on dit « Ah oui, mais non, c'est pas assez puissant, il faudrait avoir plus de patients, plus de ci, plus de ça », et on ne les regarde pas, alors qu'elles existent et qu'elles sont favorables. Comme les médicaments que l'on propose, pour certains qui ne sont même pas, puisque la vitamine D, par exemple, ne sont pas des médicaments, sont pour la plupart sans aucun danger, on est déçu qu'on ne les favorise pas. Parce que, il faut comprendre, et je reviens au début de mon propos, si les agences de santé ne disent pas clairement « oui, utilisez ce traitement, faites-le », beaucoup de médecins attendent l'accord. Même s'ils ont des études à leur disposition, ils attendent d'avoir l'accord de l'agence de santé pour le faire. Donc, ils ne le font pas. Et effectivement, vous avez cité qu'on était plusieurs milliers, dizaines de milliers de soignants à ne pas avoir entendu cet accord pour le faire. Voilà, d'autres comme moi, on a décidé de soigner nos malades, nos patients, pour les soulager, et j'avoue qu'on a d'excellents résultats. Mais écoutez, c'est parfait. Et d'ailleurs, le professeur Combe, qui est un éminent spécialiste, chef de service de l'hôpital Salpêtrière à Paris, a déclaré très dernièrement sur la chaîne publique Sénat: je pense que nous avons négligé les recherches sur les traitements contre la Covid, oui, au profit uniquement du vaccin. Ce fut une grave erreur stratégique. Parce que vous êtes d'accord ? Oui, on peut être que d'accord. Il n'y avait aucune raison de privilégier une piste plus que l'autre, et je dirais qu'il y a la troisième, qui est à mon avis encore plus importante. On va seulement y revenir, parce que aujourd'hui c'est le point d'achoppement, c'est la prévention pour stimuler l'immunité, parce que nous commençons à nous rendre compte que le vaccin qu'on injecte aujourd'hui sera peut-être inefficace dans 6 mois. On va en parler tout à l'heure. Et justement, concrètement, là, lorsqu'un patient vient vous voir, vous soupçonnez les symptômes du Covid, qu'est-ce que vous prescrivez ? Alors, qu'est-ce que vous conseillez ? Votre question est intéressante, mais en général, les patients viennent me voir avant d'être malades.
C'est le statut particulier des médecins homéopathes. On a c'est intéressant. J'allais vous poser cette question. On a une patientèle. Quelle sorte de clientèle Pour tout vous dire, quand je suis arrivé ici, à Muret, j'ai été première fois chez un coiffeur en face de mon cabinet et il me demande ce que je fais. Alors je dis voilà, je suis médecin, je viens de m'installer et je lui explique ce que je fais. Et elle est tombée des nues en me disant ah bon, les gens viennent vous voir sans être malades. Et je dis oui, tous les jours. C'est mon métier principal, c'est que les gens viennent me voir avant d'être malades. Et un peu la médecine chinoise. Voilà, c'est la philosophie chinoise. Alors c'est ce qu'on dit. Bon, c'est vrai et c'est en même temps une caricature. Pourquoi attendre d'être malade à un moment où on va être obligé de sortir la grosse artillerie quand on peut éviter d'être malade avec des choses simples. Et c'est l'intérêt de l'homéopathie, de la nutrition, de la nutrithérapie. Ce que fait madame dans la prévention du vieillissement, c'est exactement ça. C'est intervenir avant qu'il soit trop tard. Exact. Voilà. Donc, je suis vraiment, moi, d'abord et avant tout, un grand fan de la médecine préventive, et elle marche. Moi, ça fait 30 ans que je suis homéopathe, ça fait 30 ans que je vois des gens arriver l'hiver et dire « Oh docteur, depuis que je prends votre traitement, je suis plus malade l'hiver. » Je parle pas des coronavirus, je parle en général. Voilà. Alors par contre, pour répondre à votre question, si un malade a des symptômes pouvant évoquer le coronavirus, la première des choses que je fais, c'est lui faire un test. Question de savoir est-ce que c'est ça ou pas. Les tests sont pas Est-ce qu'ils sont fiables? Alors, j'allais vous le dire, les tests sont pas très fiables quand il n'y a pas de symptômes. On a beaucoup de faux positifs. On pourrait débattre longtemps. Je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt aujourd'hui de débattre des tests, mais voilà. Par contre, si vous associez un test positif et des symptômes évocateurs, on va dire que statistiquement, vous avez de grandes chances que ça soit le coronavirus. On pourrait d'ailleurs à ce titre-là, plutôt que de faire une PCR, faire ce fameux test antigénique, puisqu'on sait qu'il n'est pas très efficace quand les gens ne sont pas malades, mais il est beaucoup plus fiable quand les gens sont malades. Bon. L'un ou l'autre, peu importe. En tout cas, s'il y a concordance entre la clinique et la biologie, moi j'explique toujours dans mes cours, on ne soigne pas des analyses, on soigne des gens. La biologie est là pour éclairer le médecin, éclairer la clinique. Elle n'est pas là pour faire un diagnostic à elle toute seule. Bon. Donc, si on a la concordance des deux, eh bien, je vais soigner mon patient, tout simplement. Alors après, ce traitement va dépendre de ce qu'on appelle les comorbidités. Est-ce qu'il a 30 ans? Est-ce qu'il a 75 ans? Est-ce qu'il a des fragilités ou est-ce qu'il n'en a pas? Quels sont ses autres traitements? Voilà, et en fonction de ça, je vais décider. Il n'y a pas un seul traitement. Je ne donne pas le traitement du professeur Raoult à tout le monde à l'aveugle, évidemment. Un jeune de 30 ans, je lui donne de l'homéopathie pour soigner ses symptômes. L'homéopathie ne soigne pas le coronavirus, elle soigne les symptômes. Et on a des remèdes qui sont particulièrement efficaces. La fièvre, alors, voilà, la fièvre, les courbatures, absolument, les frissons, les maux de tête, etc. Et je n'ai pas besoin de pathologie normale en temps d'hiver aussi. Ça peut être la grippe, les rhumes, les bronchites. Absolument. Et ça marche vraiment très bien. Je soigne des syndromes grippaux comme ça depuis très longtemps grâce à ça. Anne-Marie pourrait dire la même chose. Je sais qu'elle l'a fait longtemps. Voilà, et évidemment, je ne donne pas de traitement compliqué ou fort à des jeunes de 30 ans, sauf éventuellement s'ils avaient des symptômes importants ou des comorbidités particulières. À des personnes plus âgées, je vais être beaucoup plus prudente, et c'est vrai que, comme beaucoup de mes confrères qui ont pu l'exprimer sur les radios, dans des livres, etc., l'azithromycine, l'antibiotique qui a été utilisé dans le protocole du professeur Raoult, nous a donné d'excellents résultats. Alors peut-être c'est un hasard, mais enfin on est très nombreux à avoir constaté qu'au bout de 2-3 jours, les symptômes disparaissaient. Bon, donc ça doit bien avoir quelque chose. Et on a en fait beaucoup d'études qui l'ont montré. Il y a une association... il y a d'autres molécules, je présume. Alors après, il y a d'autres molécules. Il y a cette fameuse hydroxychloroquine qu'on peut associer. Et aujourd'hui, on a aussi l'ivermectine qui est maintenant validée dans plusieurs pays dans le monde et qui est utilisée de façon systématique quand les patients ont des comorbidités ou des symptômes importants, qui est, pareil, aussi très intéressante, qui s'associe d'ailleurs à des antibiotiques, alors soit l'azithromycine, soit plutôt la doxycycline, mais tout ça, c'est la sauce du médecin. Bien sûr, il n'est pas question de faire de l'automédication avec tout ça. Là, on fait un survol, bien entendu. L'automédication que je combats la plupart du temps, on peut la faire avec des choses plus naturelles. Il est évident que tous ces patients, par exemple, tous mes patients, 100% de mes patients qui ont été malades du Covid, vous en avez eu beaucoup? Alors j'en ai eu une cinquantaine, moi, pour ma part, ce qui est à la fois beaucoup pour un homéopathe, parce que je vois beaucoup moins de monde par jour que certains généralistes, et qui n'est pas non plus... un grand chiffre, mais je serais venu il y a 15 jours, je vous aurais dit, j'ai eu une cinquantaine de patients et
officiel, je parle avec des tests positifs, je parle pas... oui, absolument. Je parle de vrai Covid, et j'avais aucune hospitalisation. Depuis 15 jours, j'ai eu une hospitalisation. Je râle un peu, mais bon, le patient va mieux, maintenant il est remis. Il avait des fragilités particulières. Voilà, donc, aucun décès, une seule hospitalisation. Sur 50 cas, ça veut rien dire, évidemment, mais il se trouve que je travaille avec une coordination. Je suis sur un forum de 250 médecins sur toute la France, et nous avons tous les mêmes chiffres. Alors, bien sûr, il y a des cas graves, on a régulièrement, malheureusement, pour des raisons parfois qu'on ignore, d'ailleurs, des gens qui sont gravement atteints. Mais si la plupart du temps, les cas graves sont des gens qui n'ont pas eu de traitement précoce et qui ont bien sûr des fragilités, des comorbidités. Et je crois que c'est de ça dont on devrait s'emparer à la fois les experts et les agences de santé. Mais aujourd'hui, non. Il y a un barrage, un peu comme pour l'homéopathie, une espèce de... Oui, un clivage à ce niveau-là. Oui, mais c'est presque, encore une fois, on est encore dans la croyance alors qu'on devrait être dans la science. Voilà, mais science sans conscience, etc. Bien sûr. Et on a parlé maintenant du traitement, mais ce que vous dites, la prévention est énorme. Je pense que c'est on parle beaucoup de vitamine D. Je pense que c'est ce qui peut intéresser le plus vos auditeurs, parce que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire facilement, ils peuvent en discuter avec leur médecin, même si leur médecin n'est pas très favorable aux traitements antibiotiques, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas favorable à des traitements comme la vitamine D. La vitamine D, vous savez, c'est plus qu'une vitamine, c'est une hormone pratiquement. Elle a un rôle bien au-delà de l'os. On dit toujours, la vitamine D c'est pour l'os et l'ostéoporose, la croissance, c'est vrai, mais en fait, c'est un véritable médicament qui a une action immunostimulante et immunomodulatrice. On sait depuis longtemps qu'elle permet de prévenir les cancers. Par exemple, une femme qui a eu un cancer du sein aura 2 fois plus de récidives si elle a une carence en vitamine D. On a plein d'études comme ça. Donc, et c'est une vitamine qui protège l'hiver de toutes les infections. C'est connu depuis longtemps. Comment la prendre Alors, il faut la prendre comme le médecin vous la prescrira. Il est là aussi un peu dommage que le dosage sanguin... Parce qu'on en trouve partout, dans les supermarchés, dans les... Alors, encore une fois, je préfère toujours que les gens aillent demander conseil à leur médecin. Bien sûr. Il serait même préférable de faire un dosage sanguin de la vitamine D pour voir si on en a besoin et combien. Malheureusement, ce dosage a été déremboursé, donc là aussi... Et un de plus. Voilà. Sans commentaire, parce que ça, c'est vraiment, je pense, une très grave erreur. Et donc, de fait, ça serait mieux de faire ça. Alors, est-il dangereux de prendre la vitamine D ? Contrairement à ce qu'on a dit longtemps, c'est une vitamine qui ne comporte pas beaucoup de dangers, mais c'est vrai qu'elle peut s'accumuler si on en prenait trop. Donc il faut quand même être conseillé, au moins par le pharmacien. La dose classique est de 2000 unités par jour, mais on se rend compte avec l'expérience que 2000 unités par jour, surtout l'hiver, c'est souvent insuffisant chez beaucoup de gens, spécialement les personnes âgées, car vous savez que normalement on doit faire la vitamine D grâce au soleil, mais vous savez aussi que dans les EHPAD, et même pas seulement que dans les EHPAD, madame pourra nous confirmer, même à domicile les gens sortent peu, mais surtout avec l'âge, on n'est plus capable de faire la vitamine D avec le soleil. Or, les experts, je vous dis ça, les règles datent d'il y a 50 ans, on considérait que 2 tiers de la vitamine D venaient du soleil et 1 tiers seulement de l'alimentation. Mais si les 2 tiers que vous devez faire avec le soleil, vous n'êtes plus capable de le faire, ça veut dire qu'il faut multiplier par 3 la dose de vitamine D alimentaire. Et effectivement, j'ai beaucoup de patients à qui je suis obligé de donner au moins 5000 unités par jour pour avoir un taux sanguin suffisant. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il est préférable de voir un médecin pour pouvoir adapter le traitement. Mais bien entendu, cette vitamine D est absolument essentielle tout l'hiver, et encore plus en période d'épidémie, et encore plus chez nos seniors. Le zinc a exactement la même situation, énormément de carences, on a fait des études là-dessus bien avant le Covid, énormément de carences, parce que le zinc se trouve très difficilement dans l'alimentation. Classiquement, si on vous demandait à un nutritionniste où est-ce qu'on trouve du zinc, ce sont les fruits de mer. On ne mange pas des huîtres tous les jours, etc. Voilà. Donc, c'est assez difficile à trouver et il y a beaucoup de carences en zinc. Le zinc est essentiel pour plein de choses. On dit que c'est l'oligo-élément le plus ubiquitaire. Il est présent dans toutes les cellules, dans tous les organes. Il sert pour les cheveux, il sert pour la peau, il sert pour les organes sexuels, etc. Et il sert donc pour notre immunité. Et là, il y a des études spécifiques sur zinc et coronavirus.
on sait que le zinc réduit l'infection à coronavirus. On sait qu'il y a une action. Ça. Alors, on donne des doses préventives, et puis quand les gens sont malades, on donne des doses curatives qui sont plus élevées. Mais ça, c'est le rôle du médecin, encore une fois. L'objectif n'est pas que les gens le fassent tout seuls. Et on dit que pour fixer la vitamine D, il faut prendre du magnésium. Non. Est-ce une idée reçue? Non, il n'y a pas de fixation. Vous confondez avec le calcium ou avec d'autres choses. D'accord. Ouais. Non. La vitamine D, il faut juste, c'est une vitamine qu'on appelle liposoluble, donc elle se dissout dans les graisses, donc il faut la prendre au moment des repas, très important. Il faut qu'il y ait un peu de graisse pour pouvoir bien absorber la vitamine D. Voilà, c'est tout. Après, il n'y a aucun problème particulier. Ouais, moi, je sais que mes patients, je leur conseille quand ils veulent la prendre et que c'est pas au moment du repas, de se faire une petite tartine de pain et de beurre et puis de manger de prendre, en même temps. Ça, c'est très enrichissant. On vous écouterait pendant des heures. Malheureusement, l'heure passe très vite. Anne-Marie, si vous voulez rebondir ce que vient de dire le docteur Ménard, il a tout dit, mais bon. Je suis d'accord. Surtout depuis plein d'années, je n'ai pas changé aujourd'hui. Tout ce que dit Eric, ça fait combien? 30 ans que tu es d'accord avec ce que tu dis? Ça fait 30 ans qu'on se connaît. Bon, d'accord, alors je ne vais pas commencer aujourd'hui. Je vais pas commencer la zizanie aujourd'hui. Mais pourquoi? Il y a une zizanie, vous n'êtes pas d'accord? Justement, il n'y en a pas, je cherche. Ah, très bien. J'ai beau chercher, comme il disait dans les midis, j'ai beau chercher, je ne trouve pas. Alors, je suis admirative, et je continue d'être admirative. On est tous admiratifs. La chance qu'il a. Et on a besoin de ces paroles qui changent de la parole classique que nous entendons un petit peu au niveau des médias. Ouais. Oui, moi, je préfère parler de position médiatique que classique. Je crois qu'il n'y a plus du tout de position classique aujourd'hui. Les gens parlent plus vite qu'ils ne pensent dans des médias. Certains cherchent peut-être plus la lumière que le bien-être de la population, des patients, je ne sais pas, j'avoue que je suis assez surpris. Il y a certains qui sont plus sur les plateaux de télévision qu'à traiter. Bon. Voilà. C'est vrai que malheureusement, on a tendance en général en France à choisir des experts parmi des gens qui ne sont plus que dans la théorie et qui ne voient plus beaucoup de patients au quotidien. Encore une fois, on peut dire tout ce qu'on veut des traitements de la Covid, mais nous, on sait que ça marche, parce qu'on le fait tous les jours. Et vous êtes au cœur du problème. Et vous verrez, si un jour vous interviewez quelqu'un qui est opposé, demandez-lui s'il a essayé. La plupart des gens qui sont opposés à ce traitement ne l'ont jamais essayé. Ils ne sont opposés que parce qu'ils ont lu dans un livre, dans une étude, que ça marchait pas. C'est dommage, vous voyez ce que je veux dire, à un moment donné. Je peux comprendre qu'ils disent, moi, j'ai vu que ça ne marchait pas, donc je le fais pas. Mais en fait, ils ont lu qu'une seule étude sur 130. Voilà, donc. Mais c'est logique. Et concernant, pardon, Anne-Marie. Quand j'aurai si vous permettez, vous me direz quand c'est le moment. Je vais vous donner 3 exemples pris dans l'histoire de personnes qui ont eu raison avant les autres, qui l'ont payé cher. Et je pense que ça pourrait... Mais bien entendu, alors ces 3 personnes, ça étaye. C'est 1750, il s'appelle Jenner. Il est médecin de campagne. Et c'est lui qui a trouvé le principe de la vaccination. Et non pas Pasteur. Ah et non, justement, vaccination. Il s'est aperçu, et même d'une vaccination très subtile, parce qu'il s'est aperçu que les fermières qui traillaient les vaches avaient de temps en temps des petites pustules sur les mains qui guérissaient rapidement, petites vésicules, et cette population-là n'attrapait pas la variole. Et il a fait une synthèse mentale magnifique. Il a pensé que contracter cette maladie qu'on appelait la vaccine, parce que c'était une maladie qu'on attrapait avec les vaches, peu de gens le savent, c'est le mot vaccination, avec les vaches protégées de la variole. Il avait découvert ce qui est un grand principe qu'on n'a pas encore peut-être trop utilisé, c'est celui de l'immunité croisée. Voilà. Et donc ce Jenner, ça a été vraiment le point de départ, avec son observation de médecin passionné et intelligent, de trouver le principe de la vaccination, et même plus subtil que la vaccination. Il s'est servi d'un virus. Il s'est servi d'un virus proche, mais il ne savait pas encore, c'était avant Pasteur, mais il s'est servi d'une substance proche de celle de la variole et il se fabriquait des anticorps, il ne pouvait pas encore dire ça. Ces anticorps étaient efficaces contre le virus de la variole, qui est une maladie terrifiante. Premier exemple. Deuxième exemple, un hommage devrait lui être rendu tous les jours, et finalement il lui est rendu tous les jours. Il s'appelle Monsieur Ignacio Semmelweis. C'est 1850. 1850, médecin
d'origine hongroise, devenu médecin en Autriche, ayant fait ses études à Vienne. Il a remarqué là aussi l'observation que le lavage de ses mains protégeait les femmes qui allaient accoucher d'une maladie terrifiante qui s'appelle la fièvre puerpérale, qui est due à un staphylococcus qu'on appelle, oui. Une maladie terrifiante qui donnait une mortalité énorme. Il s'est aperçu que le lavage des mains avant Pasteur, il connaissait pas les microbes, protégeait lorsqu'il a couché des femmes après s'être lavé les mains, il s'est rendu compte que le taux de mortalité était très faible. Il a publié, il a supplié ses confrères de se laver les mains avant. Or, les confrères aggravaient leur cas parce que, fiers de leur science, ils faisaient des nécropsies, c'est-à-dire qu'ils allaient travailler sur les organes chez les cadavres, des nécropsies de gens qui avaient été malades, et après, ils allaient accoucher des femmes sans se laver les mains. Le taux de mortalité était terrifiant. Semmelweis n'a jamais été écouté. Il est devenu fou, il est mort à l'hôpital psychiatrique à 47 ans. Il paraît qu'il avait mauvais caractère. Mais enfin, heureusement qu'on n'interne pas tous les gens qui ont mauvais caractère. Certes. Voilà. Donc on lui rend hommage tous les jours en se lavant les mains. Je crois que ça vaut la peine. C'est ce qu'on dit actuellement. Et puis tout récemment, plus récemment, il s'appelle, je reprends les noms là, il s'appelle Robert Warren et Barry Marshall, sont des médecins australiens qui ont eu le prix Nobel il y a quelques années parce qu'ils ont découvert que les ulcères de l'estomac étaient reliés à la présence d'une bactérie qui s'appelle l'Helicobacter pylori. Et pendant des années, ils ont été ridiculisés, méprisés par leur père. Il a fallu que l'un d'eux, Warren, s'injecte lui-même, inocule des bacilles, des hélicobactères. Pour prouver. Donc pendant des années, ce qu'on appelle la communauté scientifique a été complètement opposée à leurs histoires. Et je ne peux pas finir sans citer toute une équipe médicale qui s'était créée autour de Pierre Tubéry, qui lui aussi a été je m'excuse d'être ému, a été très méprisé, on peut le dire, avec d'autres médecins de très haut niveau. L'un était pris Alperne à 30 ans, il a encore des problèmes actuellement, qui ont fait des découvertes, qui ont fait des recherches, qui ont donné des preuves et qui ont été méprisés, écrasés. Et je suis contente de leur rendre hommage. Il n'y a pas que Pierre, il y a toute une équipe que connaît bien Eric. Je nommerai pas, mais on pourrait en nommer au moins 5 qui ont un travail sérieux, précis, documenté, scientifique, qui apporte quelque chose. C'est pas la guérison du cancer, ça veut rien dire ça. C'est le cancer, il faut commencer par pas l'attraper, c'est plus facile. Hein. Bien sûr. Donc c'est parfois plus facile. Donc ces équipes-là, il faut les mettre dans la lignée de ces découvreurs, de ces chercheurs passionnés qui ont prouvé, et on voudrait qu'enfin l'esprit dit scientifique commence à s'intéresser à d'autres choses qu'à lui-même. Voilà. Je tenais à vous le dire et merci de m'avoir laissé la parole. Bien hommage à cette équipe. À votre époux, oui, et puis après tous ceux autour d'eux, Eric a été un soutien permanent de notre travail. Et tous ceux qui se battent. Et oui, voilà. Et je pense écoutez, je vous remercie. On n'a que 3 minutes pour terminer. Juste votre ressenti sur la vaccination. C'est un sujet trop sérieux et trop complexe pour le traiter en 3 minutes, pour être très sincère, Georges. Je pense que, comme tous les médecins, j'espère qu'on va avoir un vaccin efficace et sans risque. Ça serait formidable. Aujourd'hui, il est évident que nous manquons d'études. Pour conclure, on va vite, on va certainement trop vite. De plus en plus de spécialistes tout à fait pro-vaccinaux le reconnaissent de plus en plus. On est allé trop vite parce qu'on espérait que ça soit la solution pour sortir de la crise sanitaire. Et pour l'instant, on ne sait pas. Voilà. Donc, quand les gens veulent se vacciner, je trouve ça très bien. Quand les gens ne veulent pas se vacciner, je trouve ça très bien aussi. Parce que je ne peux pas trancher sincèrement, scientifiquement parlant. Alors je préfère... voilà. Le professeur Raoult a dit qu'il a une préférence pour le vaccin chinois. En fait, le professeur Raoult a dit quelque chose de cohérent, c'est-à-dire qu'il est préférable, à notre sens aujourd'hui, dans les connaissances actuelles, d'avoir un vaccin qui va injecter beaucoup d'antigènes différents. Parce que le virus, comme il mute, si on ne se base que sur une seule molécule, en l'occurrence la fameuse protéine S, Spike,
comme c'est le cas des vaccins actuels ARN messager, Moderna et Pfizer, si cette protéine mute, et elle mutera, et elle commence à déjà muter, le vaccin n'est plus efficace. Alors que si on a un vaccin qui... à large spectre, exactement, on a plus de chances que le vaccin soit efficace longtemps. Voilà. Oui, c'est logique. Je n'ai rien contre les vaccins ARN messagers dans l'absolu. On dit que c'est une thérapie génétique. Mais je pense que c'est une thérapeutique d'avenir qui sera formidable pour traiter des maladies orphelines. Mais injecter aujourd'hui dans les connaissances actuelles ce type de produit à 4 milliards d'individus sans avoir d'études et de recul me paraît peut-être un petit peu présomptueux. Absolument, c'est raisonnable. 2 secondes, le masque, utile ou pas utile ? Alors, le masque est certainement utile dès que vous êtes à proximité de gens, dans des foules, dans le métro, dans le bus, etc. Moi, je suis assez triste qu'on impose le masque aux enfants à l'école. Et en extérieur ? Surtout, alors en extérieur, ça ne sert à rien, strictement, c'est démontré. Dans la rue, ça ne sert strictement à rien. Il y a beaucoup d'études là-dessus, les Chinois l'ont parfaitement démontré. Voilà, dans la rue, il faudrait respirer, au contraire. Le bon sens, c'est d'ouvrir les fenêtres et de respirer. Mais c'est dommage c'est vrai qu'on peut concevoir que les enfants, à la cour d'école, ils sont à proximité, ils se touchent, peut-être qu'il faudrait qu'ils aient des gestes barrières, quand ils sont sagement assis à leur table, avec des tables de classe relativement espacées. Je trouve que c'est peut-être un peu dommage de les enfermer derrière un masque, et j'espère qu'on reviendra un petit peu sur cette loi très stricte. Oui, parce qu'on marche un peu sur la tête là, hein. On ne sait plus où on en est là. Il faut le dire, il n'y a pas de visibilité pour l'instant. Disons qu'on a changé beaucoup d'avis depuis le début. Vous vous rappelez qu'à une époque, les masques étaient totalement inutiles, voire même déconseillés. Bien sûr, par notre ministre de la Santé. Qu'à une époque, on a clairement dit que la contagion était, et on le sait depuis des années, se fait essentiellement dans les lieux clos. Donc, le confinement, nous enfermant dans des lieux clos, on peut se poser la question aussi. C'est vrai. Voilà. La contagion ne se fait pas en plein air. Hein. C'est pas possible. Bien de le préciser. Et puis, le lavage des mains, je pense. Alors, par contre, voilà. Oui. Madame, tout à fait, Sandrine, a tout à fait raison de le préciser. La contagiosité se fait beaucoup plus par les mains que par l'air. Il faut les deux, mais les mains. Et d'ailleurs, à force d'imposer le masque à tout le monde, les gens oublient de se laver les mains. Ouais. Et on revient sur Samuel Weiss. Et attention aux chariots quand on fait les courses. Par exemple. Les poignées de porc. Les poignées, absolument. Sandrine, juste un mot pour terminer. J'étais ravie de participer à ton émission, parce que nous, on se connaît quand même depuis quelques années. Absolument. Et j'ai trouvé ça très intéressant, tout ce que j'ai entendu. Et puis, j'invite toutes les personnes de 60 ou 65 ans d'aller voir leur médecin généraliste, de discuter sur la prévention de la fragilité, et à tous les médecins de se tourner vers les infirmières libérales et prendre contact, et prendre contact avec nous et avec la CPTS du Sud Toulousain. Où il y a un travail qui est en train de s'élaborer, qui tourne tout autour de la personne âgée, sur toutes les facettes. Eh bien, bon courage, Sandrine. Merci. Voilà, c'est formidable. Anne-Marie, le mot de la fin. De la fin, oh non, il n'y a pas de raison. Merci Georges, une fois de plus. Mais c'est nous, c'est moi qui vous remercie. Vous nous ouvrez la parole, et vous savez, c'est pas très fréquent. Merci beaucoup. Puis l'ambiance est joyeuse et ça me fait du bien. Quand je rentre à la maison, je vais mieux. Voilà. C'est super. Mais moi, j'étais ravi de vous recevoir, et puis j'espère que peut-être on fera une autre émission sur un sujet particulier que vous y tenez. Avec plaisir. Voilà. En tout cas, merci de votre invitation. Merci à vous. Donc, nous voici arrivés au terme de cette émission qui a été très enrichissante. Je tiens donc à remercier Sandrine Bladzem qui nous a apporté quelques infos sur le programme Bien vieillir à domicile. Merci au docteur Anne-Marie Tubéry dont ses interventions sont toujours très pertinentes. Merci à vous, docteur Ménat, pour votre intervention toujours fort intéressante et qui nous a apporté, je pense, des réponses à certaines de nos questions.